On accueille notre dernier intervenant de la matinée, donc pendant qu'il s'installe, je le présente. Alors, docteur de l'université François Rabelais de Tours, Boris Le Sueur est historien, chargé de cours à l'université Paris-Nanterre et chercheur associé auprès de l'UMR Mondes Américains, qui est une UMR Paris-Nanterre EHESS. Il a codirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont Entre exclusif et contrebande, les navigations commerciales aux Antilles 1600-1830, avec Jean-Sébastien Guibert et publié chez l'Harmattan en 2022, et Sortir de l'esclavage, Europe du Sud et Amérique, 14e, 19e siècle, avec Dominic Rogers, paru chez Cartala en 2018. Il est également l'auteur d'articles abordant des sujets tels que les troupes coloniales aux Antilles, l'artillerie et les colonies, ou encore les troupes embarquées sous l'Ancien Régime. Et on peut citer notamment son article « Les Lapteaux de Gorée », paru dans la revue Tsinghi, Guerres et armées dans l'océan Indien en 2021. Sa communication aujourd'hui s'intitule « La mission Fontange-Esmangar de 1816, échec ou démarche de prise en compte de la réalité ». Alors, le temps de trouver le support visuel, et ce sera à vous. Alors, je m'excuse tout d'abord pour ce retard lié à des considérations techniques qui me dépassent un tout petit peu, mais qui finalement nous mettent en situation de réflexion par rapport peut-être aussi à la fragilité des archives, à la fragilité aussi de la construction du récit historique, notamment par rapport à cette affaire diplomatique, mais aussi nationale, donc des négociations longues sur les indemnités de Saint-Domingue. Indemnité de Saint-Domingue qui part sur une espèce de paradoxe, et je commence par cette phrase à la fois totalement imprudente, voire parfaitement impudente, de la première commission officielle envoyée par la France au moment de la Restauration en 1816, où la question qui est posée, c'est pourquoi avec la Restauration, officiellement, finalement les habitants de Saint-Domingue ou d'Haïti ne sont pas ralliés spontanément au retour du roi. Cette question tout à fait officielle, de fait, nous fait passer à côté d'éléments beaucoup plus importants qui nous interrogent sur la nature de cette restauration coloniale. Restauration coloniale, la question qu'on peut poser simplement, s'agit-il d'une restauration de 1789, de 1791, de 1793, de 1802 ? Qu'est-ce qu'on entend exactement par restauration ? Cette commission est dirigée par un personnage, un quasi-vieillard, Fontange. Et Fontange a une longue histoire à Haïti. C'est un militaire arrivé en 1775 comme major, puis ensuite colonel. Il sera brigadier général au titre des colonies, puis lieutenant général. Un personnage qui, certes, peut être considéré comme un colon, vu que par mariage avec une dénommée Catherine Lefebvre, au Naïve, il est devenu propriétaire. Mais c'est aussi quelqu'un qui participe à l'expédition de Savannah, avec les chasseurs libres, les chasseurs de Saint-Domingue. C'est aussi quelqu'un qui est en service en 1791-1792. Et en 1792, il commande notamment le cordon de l'Ouest, suite au Concordat, avec les planteurs blancs, les propriétaires de couleurs, quelqu'un qui ne quittera Saint-Domingue qu'en 1794. Un personnage finalement assez complexe par son itinéraire, qui renvoie aussi finalement à une évolution coloniale. Les colons qu'on voudrait présenter peut-être comme une unité, comme une entité unique, ont aussi des itinéraires assez différents. Et ce n'est pas complètement indifférent, et ça va être l'objet finalement de ma réflexion, que ce soit ce personnage qui a été blessé pendant la guerre de 7 ans, qui a été blessé à Savannah, mais qui a été blessé également en 1792, qui a été envoyé pour diriger cette première commission à l'époque de Louis XVIII. Une première réflexion qui en appelle une deuxième. On est ici aux archives diplomatiques, mais il y a peut-être un problème fonctionnel, structurel, qu'on a tendance à oublier,
c'est le rôle extrêmement important du ministère de la Marine comme agent de la diplomatie française. Le ministère de la Marine, celui qu'il dirige en 1816, c'est Dubouchage. C'est un artilleur de marine, un grand militaire, qui s'est pas rallié à l'Empire, mais qui a finalement une vision très technique des choses. Je me permets d'insister là-dessus parce que ça renvoie peut-être à une diplomatie, celle des marins diplomates, qu'on connaît mieux pour la fin du XIXe siècle, mais ce qui se passe aussi par rapport à Haïti-Saint-Domingue existe dans les archives militaires de la marine par rapport à toute une série d'actions entre l'envoi de stations navales, entre l'envoi d'émissaires, entre l'envoi également de missions d'inspection. C'est-à-dire que dans les archives de la marine, pour autant qu'on puisse les retrouver, les reconstituer, on a finalement une toute autre vision peut-être qui peut apparaître, que je vais essayer de vous montrer, de ces processus de négociation. C'est compliqué parce que ces archives de la marine, elles ont été scindées entre archives des colonies, archives de la marine à la fin du XIXe siècle. Il y a des séries complètement artificielles, comme par exemple la série BB4, qui n'existait pas, qui est la série dite Opération navale, qui a été créée par des archivistes au XIXe siècle. C'est compliqué aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a dans ces archives toute une série de fantômes, c'est-à-dire qu'on a retiré des documents dès le XIXe siècle, dès les années 1830-1840, ça apparaît dans les archives pour constituer finalement une espèce de récit a posteriori, un récit en quelque sorte logique, avec des grandes étapes, les grandes commissions, qui correspond aussi finalement au récit des documents imprimés, au récit que va reprendre Beaubrun-Ardouin dans les années 1840-1850, mais qui nous fait passer finalement complètement à côté de l'implicite, des émissaires, et finalement des tensions, des progressions, et finalement quelles étaient les intentions réelles, par exemple en 1816. Une question simple, avait-il un projet de reconquête d'Haïti en 1816 ? Simplement en regardant les archives de la marine, la réponse est non. Alors, restauration coloniale, l'intrigant vicomte de Fontanges. Je vais me proposer ici de développer finalement mon exposé autour de 3 grands thèmes, avec le drapeau blanc. Drapeau blanc, à la fois drapeau peut-être de négociation, mais aussi drapeau de la restauration. Le palladium de la liberté, parce que ça va être finalement le point de blocage incontestable. Et puis aussi, peut-être le plus important, c'est qu'après 1816, va être actée l'existence de canaux de négociation permanents, d'échanges permanents entre les différents gouvernements. Lorsqu'on part en 1816, on part aussi d'un épisode un peu rocambolesque, d'un envoi d'une mission plus ou moins occulte en 1814, plus ou moins dirigée par un ministre de la marine temporaire de la première restauration qui est Malouet, des émissaires à la fois tout à fait clandestins qui donnent l'impression de vouloir repartir sur le préjugé de couleur, sur le maintien de l'esclavage, sur une restauration intégrale. Cette première période, cette espèce de flou de vague, est officiellement et totalement désavouée. On est au mois de janvier 1815, tout à fait officiellement en présence de Louis XVIII et du Conseil d'État. On affirme que de toute façon, il y a un point, effectivement, c'est le point qui va devoir être négocié concernant les propriétés, mais qu'on ne fera rien, qu'on ne décidera de rien avant d'une information. La première question pendant la Restauration, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à Haïti-Saint-Domingue, comment finalement on peut peut-être renouer un certain nombre de relations. En même temps, dans cette déclaration, l'article 3 qui est pas reproduit ici, on ne considérera qu'à Haïti-Saint-Domingue, il n'y a que des sujets. Cette question, s'informer sur Saint-Domingue, c'est fascinant d'ailleurs de voir tous les canaux d'information qui sont utilisés à ce moment-là par le ministère de la Marine.
Ce sont les consulats de Philadelphie, de Londres. C'est aussi les représentants du consul du commerce à la Jamaïque. C'est aussi un certain nombre d'émissaires informels qu'on pouvait avoir. Par exemple, on va s'intéresser beaucoup à la mission de Liu, envoyée par Bonaparte, et son rapport sera jugé d'ailleurs de première valeur. Liu va être récompensé d'1 an de traitement en 1816, parce qu'on va bien sûr recycler et voir finalement que ce qu'il avait pu raconter était tout à fait juste intéressant. C'est aussi la marine elle-même qui envoie des missions d'exploration. En février 1816, la corvette L'Aigrette part de la Martinique dans une mission secrète, c'est de naviguer le long des côtes d'Haïti et d'intercepter les navires de commerce, d'intercepter des navires de commerce américains, britanniques, et leur poser un certain nombre de questions. Il découvre, bien sûr, il confirme ce que tout le monde sait à peu près. Il y a des maisons de commerce nord-américaines, britanniques qui sont installées. Il y a tout un commerce. Ces missions, je parle du commerce, il y a une grande décision qui est prise par le gouvernement de la Restauration, c'est le 27 mars 1816, c'est d'autoriser le commerce avec Saint-Domingue-Haïti. Et c'est intéressant parce que finalement, on va demander simplement aux maisons de commerce bordelaises ou havraises de se déclarer. On comprend tout à fait qu'elles prendront un pavillon étranger, mais simplement se déclarer au départ et à l'arrivée pour que ce commerce de Saint-Domingue-Haïti, parce qu'il est assimilé au reste des colonies françaises, comme la Martinique, la Guadeloupe, il y ait un moyen de contrôle par le gouvernement français, notamment par le ministre du Commerce. D'un seul coup, par cette déclaration, il y a toute une série de navires français qui déclarent, dans les semaines qui suivent, de fait qu'ils reviennent d'Haïti-Saint-Domingue. Ils y étaient parce que le commerce interlope a tout à fait continué. C'est le cas, par exemple, de la Rosalie du Havre, juste un exemple comme ça, qui expose les conditions de ce commerce à la fin donc, de l'année 1815 et tout à fait au début de l'année 1816, notamment à Léogane, où ils ont réussi à placer des articles de Paris, ils n'ont pas réussi à placer des articles trop chers, mais constatant aussi la dure concurrence, notamment des intérêts britanniques, des produits britanniques sur place. Les navires français, de toute façon, d'un seul coup, on les redécouvre. Des liens informels qui existaient et des liens de concurrence qui sont importants. Point de vexation, c'est les conditions privilégiées, notamment du commerce britannique, dans la partie du Nord, pour des raisons fiscales et douanières. Lorsqu'on évoque ça, lorsqu'on évoque finalement ce commerce français, je parle du Havre, ça peut être également Bordeaux, Nantes, il y a toute une série de documents comme ça qu'on peut retrouver dans les archives de la marine, où ils vont à la pêche aux informations. Ils vont à la pêche aux informations, et puis il y a d'autres choses qui sont soit spontanées, soit peut-être sollicitées. Ce sont des rapports qui apparaissent déjà. Rapport, par exemple, d'un dénommé Esmangar, conseiller d'État qui se présente comme ancien colon, et qui, dans ses rapports, prévient tout de suite que pour faire quelque chose avec Haïti-Saint-Domingue, il va falloir faire des sacrifices d'amour-propre. Qu'une expédition militaire est absolument à proscrire, car on ne pourrait conquérir que des cendres. C'est lui, ce sont d'autres personnages, bien sûr, qui vont intervenir. Et on voit un certain nombre de noms qui apparaissent. Et lorsque ces noms vont être sollicités par la suite, on retiendra dans leurs propos, et là c'est le ministre de la Marine qui écrit, que finalement on a apprécié leur modération. Leur modération, c'est-à-dire qu'insidieusement, ce n'est pas le parti pris colon extrémiste qui fait l'objet du travail des bureaux, c'est finalement un certain nombre de spécialistes, un certain nombre de gens qui proposent des solutions simplement raisonnables. Solutions simplement raisonnables parce que lorsque on va faire une espèce de collation, un rassemblement, le début de l'année 1816, il y a au mois de juin 1816, des rapports qui sont présentés à Louis XVIII, un nouveau conseil présenté par Louis XVIII qui précède une ordonnance de Louis XVIII qui va concerner Saint-Domingue, où finalement
on acte la situation de Saint-Domingue dans laquelle on reconnaît qu'il y a par exemple 2 classes. On parle des agriculteurs et puis aussi des propriétaires, sans rentrer exactement dans le détail. On veut aussi transmettre à Saint-Domingue, Haïti, une information. On veut, c'est l'expression de l'ordonnance royale, rassurer. Rassurer, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer le système politique, on ne va pas changer le statut des personnes. On acte aussi et officiellement la fin de l'esclavage. On va aussi essayer de maintenir en quelque sorte l'ordre social de Saint-Domingue. Haïti, on n'a pas vocation à tout changer. Il s'agit en quelque sorte, je répète cette expression, à calmer les inquiétudes que les habitants de cette île peuvent avoir sur leur situation, légitimer les changements que les événements peuvent avoir rendus nécessaires. Il s'agit aussi de confirmer la législation, le régime intérieur, les fonctionnaires civils et militaires, l'état des personnes. Pour tout ça, il y a bien sûr un certain nombre de points qui sont laissés en suspens, mais ne pas tout remettre en cause. L'ordre social d'Haïti est accepté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager par contre comme nouveau type de relation entre la France et Haïti? La question de l'indépendance en tant que telle est toujours laissée dans les limbes. Elle n'est pas posée en tant que telle de manière explicite. Alors, les choix des négociateurs est extrêmement intéressant. Choix des négociateurs, j'ai déjà parlé de Fontange tout à l'heure, mais on va trouver parmi ces négociateurs des gens qui sont restés finalement dans la colonie assez longtemps. Esmangar, qui est nommé par exemple, lui, conseiller d'État. Par contre, son frère, qui était officier de marine, a repris du service en 1802 et a relancé les plantations familiales. On parle aussi d'un dénommé Laujon, contrôleur de la marine, qui avait fait toute une série d'ailleurs de publications à la fois officielles, imprimées, mais aussi de mémoires à destination du roi. C'est aussi quelqu'un comme Jouette. Jouette, c'est un planteur, mais il était aussi colonel de la Légion de Saint-Domingue en 1798, de la Légion britannique. C'est-à-dire qu'il a quitté finalement très tardivement l'île. Un dénommé du Petit Thouars qui a servi dans la Royal Navy. Il va décéder en route. Celui qui va nous intéresser, c'est son neveu, qu'il a fait venir dans son état-major. Les uns et les autres, on peut tous considérer qu'effectivement, ce sont des colons, ils ont un rapport. Mais en même temps, ce sont tous qui ont une fonction dans l'État et ils ont une vraie caractéristique. Quand on regarde un peu leurs itinéraires, c'est finalement d'avoir accepté un certain nombre d'évolutions. Leurs itinéraires personnels à Haïti après 1789 l'attestent. Et dans cette délégation, d'ailleurs, il faudrait compter 19 membres. 19 membres, un peu plus, c'est ceux qu'on peut compter comme étant à la table du capitaine. Et parmi ces 19 membres, il y a au moins 5 hommes de couleur. C'est tout à fait délibéré, tout à fait exprès, avec un personnage haut en couleur, c'est Domingue, Hercule Domingue. Et d'ailleurs, Fontange prend sur lui de le décorer de la croix de Saint-Louis. Et il explique cela avant même de partir. Il était nécessaire aussi de montrer que le roi ne mettait aucune distinction entre les couleurs quand il avait à récompenser les services. L'idée générale, en quelque sorte, des gens qui sont envoyés, c'est aussi qu'ils acceptent un certain nombre d'évolutions, notamment en termes d'égalité entre les personnes, d'égalité civile. Ce ne sont pas donc des extrémistes qui sont envoyés, mais des gens qui ont pris en compte un certain nombre d'évolutions depuis 1789. Lorsque la petite escadre française, une frégate, un brick et puis une goélette arrivent, de fait, dans la semaine où ils arrivent, le Sénat haïtien vote la présidence à vie à Pétion
et ils peuvent considérer que leur mission a échoué. Leur mission a échoué, ce n'est pas une interprétation, c'est ce qu'ils écrivent dans leur rapport au ministère de la Marine. On arrive et finalement, dès le départ, on s'est rendu compte que cette question de la négociation par rapport à l'indépendance, par rapport au retour à la souveraineté française, était réglée. Pour Pétion, c'est une condition qui n'est pas négociable. Ils arrivent et puis, de toute façon, Palladium de la liberté, cette expression est utilisée par Pétion et reprise dans différents rapports. C'est une espèce de condition intangible. Dans leurs négociations, il y a 2 moments où ils préfèrent ne pas assister à cette cérémonie du Sénat haïtien. Et donc, ils s'en vont, ils se retirent, ils cherchent à voir s'il y a moyen de négocier avec le Royaume du Nord qui refuse de les recevoir, qui refuse de les faire entrer au Cap haïtien. Et dans toute cette négociation, qui est en quelque sorte rythmée, scénarisée, un premier moment, deuxième moment, il y a une espèce de coup de théâtre, c'est le dernier jour des négociations, où ils vont annoncer 12 concessions, et ces concessions, tout à fait officiellement affichées, vont concerner finalement toutes les concessions que la monarchie est prête à faire. Il y a néanmoins un point d'achoppement où il faut remarquer à Pétion et à d'autres que leur vraie question pour eux, c'est de passer de l'indépendance juste fictive à une indépendance réelle. Indépendance fictive parce qu'au-delà de, alors entre guillemets, ce peuple ivre du mot de liberté, il faut remarquer que les différentes puissances naviguent comme elles veulent dans les ports. Ils signalent des incidents, notamment par la Royal Navy, qui vient faire la police directement dans les rades de Port-au-Prince, où finalement ils disent que réclamer cette indépendance, mais qui n'est reconnue par personne, ça n'a pas beaucoup de signification. Le deuxième élément, et là ça s'adresse par rapport à Pétion, posant la question de la légitimité. Suggérant qu'il y a peut-être aussi un enjeu pour l'affirmation de son pouvoir, en quelque sorte une transmission officielle d'un pouvoir qui le légitimerait définitivement. La colonie, nous le disons avec une véritable douleur à votre Excellence, n'est plus à l'avenir d'aucun intérêt pour les propriétaires. Les rapports, les inspections qu'ils peuvent faire, c'est finalement que le retour en arrière est impossible. Ils en étaient largement convaincus avant. Là, ils apportent finalement la preuve définitive. Ils ont circulé, ils ont revenu un certain nombre de choses. Tout a été partagé et ce n'est pas possible de revenir en arrière. L'image qu'ils nous donnent d'Haïti en 1816, c'est un État qui est dans une ambiance extrêmement martiale. Ne serait-ce qu'à cause de la guerre larvée entre le Royaume du Nord et la République, qui oblige notamment Pétion à de très importantes dépenses militaires qui obèrent son budget. Il faut observer les ruines de la colonie, où toute une partie entre le nord et le sud sert en quelque sorte de zone tampon complètement à l'abandon. Font aussi remarquer que le pouvoir de Pétion est faible. Faible parce qu'il tire finalement son autorité d'une négociation avec un certain nombre de généraux, qu'il est victime aussi de la vindicte de pamphlets complètement incendiaires qui viennent du Royaume du Nord, et que cet État républicain, il faut en quelque sorte le ménager. Par la suite, cette négociation, Louis XVIII considère que c'est un succès. C'est un succès, ils vont tous être récompensés, parce qu'on a réussi justement à maintenir un contact qui va être très important, c'est-à-dire que les uns et les autres vont continuer à venir. Alors, je parlais de Laujon. Laujon va revendiquer au moins 6 voyages.
Officiellement, il a abandonné la carrière administrative, il fait du commerce, mais personne n'est dupe. D'ailleurs, il redeviendra contrôleur de la marine un peu plus tard. C'est du Petit Thouars, qui était simple officier de vaisseau, qui vient en 1816, qui revient en 1821, qui reviendra à l'époque de Louis-Philippe. Toute une série de choses. Et je vais me permettre du coup d'accélérer et d'évoquer finalement dans quel contexte on se situe. Nouvelle colonisation, parce que finalement du Petit Thouars lui-même, il représente quelque chose. La marine de 1816, c'est pas celle de 1821. Du Petit Thouars, c'est quelqu'un qui va participer, par exemple, au blocus d'Alger, qui va être envoyé à Tahiti. C'est lui qui va installer le protectorat français sur les Marquises. On est déjà dans une toute autre logique impériale coloniale, avec une vision finalement d'un impérialisme pour le moins informel, une vision d'une marine qui était peut-être à une cinquantaine de navires en 1816, mais qui, dans les années 1823 ou au-delà, on atteint presque 200 unités. Lorsque Mako vient apporter le message, précisons que lui part de France, de Brest, avec une frégate, mais il est rejoint par la station navale de Rio, par la station navale de la Martinique, avec un vaisseau de 80 canons, 74 canons. La France est redevenue une puissance navale dans les Antilles, en Amérique latine. Ils interviennent au Pérou, ils interviennent au Brésil. Et finalement, Haïti, ce n'est qu'un élément pour la marine d'une présence plus globale, hégémonique en Amérique latine. Dernier point, 1816, cette commission, c'est une commission qui est officielle. Et cette commission officielle, tout à fait nommée par le roi, était là aussi finalement pour acter un certain nombre de désaccords. Acter les désaccords, ça permet aussi de construire finalement quelque chose. On a laissé en question, en suspens, la question de l'indépendance, mais tout le reste était finalement très largement réglé. Avec une priorité du gouvernement français, ou au moins de la marine, c'est de maintenir le pouvoir en place. Je termine juste par cette phrase. En 1825, après le départ de Mako, il y a une nouvelle station navale qui est installée, cette fois-ci à Haïti, avec les instructions qui sont données au capitaine Mélé. C'est la suivante. La France est particulièrement intéressée aujourd'hui à maintenir l'autorité du président Boyer. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va ouvrir aux questions. Je vais laisser les autres communicants me rejoindre. On a commencé avec 5 minutes de retard. On peut peut-être finir avec 5 minutes de retard. Donc, ça nous laisse un bon quart d'heure de questions. Merci. Oui, bonjour et merci pour les 3 interventions. Alors, j'ai deux questions sur James Steven. J'ai bien écouté. À aucun moment, vous avez prononcé le mot libéral. Est-ce qu'il se revendique du libéralisme ou pas? Ou est-ce qu'il est purement empiriste? C'est le fruit de son expérience et de sa foi religieuse. Et puis, je n'ai pas non plus tellement compris quels étaient ses moyens d'influence. Est-ce qu'il fait partie de cercles? Est-ce qu'il a des relais? Est-ce qu'il écrit dans la presse? Voilà. Et puis j'ai une question plus générale. Dans la question de la reconnaissance d'Haïti, il semblerait que la question de la race n'intervient pas du tout. Enfin, je ne sais pas, c'est pas du tout mentionné. Donc je ne sais pas, question naïve. Merci de la question. Alors, par rapport au libéralisme, effectivement, moi en tout cas de ce que j'ai lu de Stephen, j'ai pas tout lu, il va pas explicitement se rallier au libéralisme en tant que théorie. Alors même durant l'époque à laquelle il écrit, il y a encore même je pense même pas que le terme libéralisme se soit encore imposé même dans le discours ou dans l'opinion publique. Mais
effectivement, on peut voir des liens. C'est-à-dire qu'il y a des personnages comme Stephen, il y a aussi Henry Brougham, qui sont ce qu'on peut appeler des économistes politiques à l'époque, qui sont critiques, comme Adam Smith avant, qui est quand même lié au libéralisme, des monopoles, du protectionnisme, et qui s'attaquent à peu près aux mêmes cibles. Donc forcément, il y a clairement des liens. Après, est-ce qu'on peut dire que James Stephen est un penseur libéral? Moi, je n'irai pas jusque-là, parce que ce n'est pas tellement son cœur de cible dans ce qu'il exprime et ce qu'il écrit. Après, son influence, alors une chose importante, il est très très bien intégré dans les cercles abolitionnistes. Alors, il est marié, par exemple, avec la fille, alors pendant un temps, parce que c'est une anecdote, hein, c'est pas très important, mais il est 2 fois veuf. Et son deuxième mariage avec la fille de William Wilberforce, qui est le principal leader au Parlement britannique de l'abolition. Il connaît tous les grands leaders, figures de l'abolition, Zachary Macaulay, Thomas Clarkson. Il échange avec eux, beaucoup de correspondances, beaucoup de lettres. En fait, c'est vrai qu'il opère un peu dans les coulisses. Généralement, c'est pas celui qui est le plus connu des abolitionnistes. Mais en fait, quand on va voir les correspondances du gouvernement, par exemple, britannique en 1805-1806, Lord Grenville, le ministre des Finances qui s'appelle Henry Petty à l'époque, eh bien, il a des correspondances avec eux. Et il leur dit, par exemple, pour cette loi sur l'abolition du commerce d'esclaves vers les territoires étrangers ou les colonies conquises, il faut écrire ça, il faut faire ça. Il leur dit carrément comment rédiger la loi. Donc il a une certaine influence. Voilà. Après, sur la question de la race, je vais peut-être laisser d'autres personnes parler, parce qu'ils ont plus de choses à dire. Alors, je voudrais faire une remarque. Effectivement, la question de la race, elle est abordée, mais de manière négative. C'est-à-dire que le gouvernement haïtien est mis aussi en face de sa responsabilité. Les négociateurs rappellent l'existence, notamment dans la déclaration d'indépendance des articles 38, 39 et 44, qui notamment proclame qu'aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce terrain ni être propriétaire. Et écoutez, les négociateurs français mettent en avant aussi un problème, celui d'abord de la philanthropie, mais aussi de la réciprocité. C'est-à-dire que si le gouvernement haïtien veut prétendre rejoindre une certaine normalité, dans les années finalement après 1815, il ne peut pas avoir une législation d'exception de cet ordre-là. Pétion, bien sûr, tournera la question en disant oui, mais de toute façon, ça n'empêche pas, regardez, il y a des négociants un petit peu partout, il y a même des gens qui se prétendent américains, mais de fait qui sont français, personne n'est dupe. C'est la question de la propriété. Et là, je me permets de transmettre le micro. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai juste une toute petite précision quand on évoque la question des races. Est-ce que dans la question de race, on fait référence à la question de couleur? Pour savoir, est-ce qu'il s'agit, puisqu'il y avait une coupure entre le Nord et l'Ouest, entre les dirigeants noirs et les dirigeants mulâtres, est-ce que ça veut dire, juste une petite précision, est-ce que là, c'est la question de couleur qu'on évoque à la place de la question des races? S'il te plaît. Oui. Est-ce que là, vous pouvez nous éclaircir? Alors, quand vous parlez des races, est-ce que vous faites référence à la question de couleur? Je parle pour les acteurs de l'époque. Pour moi, ça ne se pose pas. Je parle pour les acteurs de l'époque, comment eux se posent la question, et est-ce que ça joue pour la France, pour le Royaume-Uni, enfin, comment eux... Enfin, voilà. D'accord. Alors, de toute façon, moi, je suis d'accord, mais il y a ici la question de race, pour moi, et c'est pas, on ne devrait pas trop miser sur cette question-là, dans la mesure où il y avait deux tendances qui se dégagent dans la colonie. Il y a Christophe et Pétion, les deux avaient choisi leur camp. Christophe avait fait choix de l'Angleterre, alors que Pétion, lui, il a beaucoup misé sur la France. C'était ça l'idée, justement, de la colonie. Et la France aussi, après la mort de Franco de Medina, eh bien, la France,
si vous voulez, dans les négociations, eh bien, négocie avec le pouvoir de l'Ouest. Et on n'a rien proposé à Christophe de 1814 jusqu'à sa mort en 1820. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'aurais deux questions pour vous, Monsieur Le Sueur. Alors déjà, par curiosité, j'aimerais savoir, est-ce que dans vos archives, vous avez trouvé la raison pourquoi Esmengar a été totalement écarté de la mission de 1825 alors qu'il avait mené, pas à bien, puisque ça n'a pas conclu, mais il avait quand même mené les 3 autres missions officielles et le gouvernement avait l'air d'être quand même content de ce qu'il avait fait. Et après, ma deuxième question, ça concerne, vous avez parlé de ces envoyés comme ils n'étaient pas extrémistes. Et là, je me pose la question, tous souhaitaient quand même, étaient presque tous des anciens colons. Ils souhaitaient mettre, donc pour eux, Saint-Domingue sous protection française, voire la reconnaissance de la souveraineté. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas plutôt l'arrivée de Portal au gouvernement qui va donner cette impression de modération par la suite, puisque Portal et puis après Villèle sont d'accord pour une indépendance de Haïti, même si avec volonté de protectorat. Voilà. Alors, concernant Esmengar, les canaux de négociation qui ont été ouverts en 1816 vont fonctionner de manière assez régulière, beaucoup plus régulière que cette séquençage par commission. Et néanmoins, on arrive finalement à un échec. On arrive à un échec 1823-1824, où il y a un certain nombre d'idées qui ont été avancées. Il y a une quasi-acceptation finalement de ces questions de l'indemnité, quasi une acceptation vers une évolution vers un statut très proche de l'indépendance. La hantise, le terme est trop fort, finalement de la France, c'est qu'il y a un autre protectorat qu'elle qui s'installe sur Haïti. Et Esmengar, de toute façon, il est préfet de la Manche, préfet de Strasbourg, il a sa carrière préfectorale. Et puis, le grand changement, mais là, je reprends un propos voilà, c'est-à-dire que ces négociations, finalement, à un moment, elles n'avancent plus. Elles n'avancent plus. Et l'arrivée de Charles X le brutal, qui finalement prend une décision abrupte, on ne négocie plus. Donc c'est le premier point, mais finalement on avait continué, il y avait un quasi-accord. Et puis ce qui est surprenant aussi, c'est de voir que les négociateurs français vont à Port-au-Prince, circulent dans la rue, ont finalement des relations, une espèce de normalité. Ils ont la même langue, la même éducation, ils partagent finalement une culture assez commune. Et à un moment, Charles X, avec un caractère complètement péremptoire, arrête tout. Alors, la deuxième question qui était posée, oui, par rapport à la modération, dans les documents, justement, dans les rapports officiels, notamment de la mission Fontange, ils avertissent aussi qu'il va falloir bouger. Il va falloir bouger, changer dans le reste du domaine colonial, en disant à la Martinique, la Guadeloupe, c'est pas possible que ça reste comme ça. Et qu'il va falloir aussi envisager des changements, faire évoluer le modèle, le système colonial. Lorsque Mako sera ministre de la Marine, il va y avoir aussi des premières évolutions concernant la reconnaissance des droits des hommes de couleur vers une égalité civile. Finalement, c'est aussi l'entrée vers un processus, vers une évolution. Oui, mais merci aussi pour les 3 communications. Alors, j'ai une question plus précise pour Hénance. La lettre de Dessalines de 1806, là, que vous citez, qui est importante, qui semble dire... Alors, il menace des officiers qui, en fait, se sont accaparés les plantations des anciens colons, et il semble dire qu'il prépare, avec le partage des terres, une sorte de réforme agraire.
Alors, on est dans une controverse importante, là. Une bonne partie plusieurs historiens haïtiens reprennent la déclaration de Dessalines au pied de la lettre en expliquant qu'il prépare effectivement une réforme agraire et que c'est la raison pour laquelle il va être massacré au Pont Rouge, un peu plus tard. Alors, Madiou est totalement en désaccord, par exemple, avec cette position. Pour lui, en fait, Dessalines voulait retirer la gestion des plantations aux officiers pour les mettre dans le cénacle de ses proches, de sa famille, etc., etc. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette controverse importante? Oui, c'est vraiment une controverse importante, oui. Alors, on sait que Dessalines, il était, sous la colonie, inspecteur de culture. Ça veut dire, en tant qu'inspecteur de culture, donc sa mission, c'est de faire, si vous voulez, c'est faire travailler les gens, justement en vue de la prospérité coloniale. Maintenant, quand il devient gouverneur général, il était déjà propriétaire de 32 grandes habitations sucrières. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens pour travailler la terre. Moi, je pense que là, en histoire, on ne peut pas miser sur les déclarations, mais plutôt sur les actes. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il avait ça comme projet, puisqu'il était mort prématurément, mais ça suppose que Dessalines, dans sa vision agraire, et d'après ce que disent les sources, Dessalines avait une mission de faire prospérer l'agriculture. Or, c'est un débat ancien qui refait surface après l'indépendance. Fallait-il donner la terre à la masse ou bien est-ce qu'il faut maintenir l'économie des plantations? On sait pertinemment que Dessalines était partisan de la grande plantation. C'est-à-dire que Dessalines n'est pas habitué avec cette histoire du partage des terres avec les petits paysans. Non. Maintenant, l'idée, c'est pourquoi, et on a tendance à récupérer Dessalines comme quelqu'un qui fait qui est partisan d'une sorte de justice sociale en donnant la terre aux autres. Peut-être que ça, c'est une question politique. Une question politique qui n'était pas résolue, mais je pense que là, on ne peut pas tout prêter à Dessalines parce qu'il était mort avant l'heure, disons prématurément. Oui, c'était à moi ou... D'accord. OK. Merci pour vos 3 interventions stimulantes. Alors, première chose, c'est sur l'attitude des Britanniques. Visiblement, le lobby colonial doit être très fort parce que, quand même, entre 1804 et 1814, enfin, au moins jusqu'à 1808-1809, c'est-à-dire occupation de la Guadeloupe, de la Martinique, c'est étonnant que les Britanniques n'aient pas accepté un accord avec Haïti. Enfin, mais bon, voilà, c'est l'interrogation que j'avais. Bon, après, une fois que la Guadeloupe et la Martinique sont conquises par les Britanniques, bon, ça a beaucoup moins d'importance. Donc ça, c'est ma première interrogation. Et la puissance du lobby colonial britannique. La deuxième chose, finalement, c'est ce que montre bien Boris Le Sueur. Donc à partir de 1816, on a une forme de début de normalisation. Et donc il y a 9 ans de négociations. Enfin, c'est quand même un temps diplomatique assez important. Et je voulais savoir, finalement, est-ce que, donc c'est à Andy que je pose la question, est-ce qu'il y a des éléments de relation entre Christophe, qui est plus favorable aux Britanniques, et par Stephen, est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué? Et inversement, donc ce qu'a dit Hénance Saint-Fleur, la relation entre Pétion et les Français. Alors, il y a un petit moment, il y a une sorte de république de Rigaud aussi. Jamais trop bien compris si c'était un 3e territoire qui faisait sécession avec celle de Pétion vers 1810-1811. Et puis la question pour Boris Le Sueur. Vous parlez de 5 hommes de couleur, donc vous avez parlé de Hercule Domingue. Donc, est-ce que vous avez un peu quelques détails sur ces 5 hommes de couleur qui font partie de la mission? Et puis, pour répondre au monsieur, enfin, pour apporter ma contribution à sa question, je pense qu'à l'époque, on raisonne surtout en couleur, d'autant plus qu'à Saint-Domingue. Enfin, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mulâtre et noir,
entre eux, ils se considèrent comme différemment. D'ailleurs, on a deux États qui sont présidés, l'un par un noir, l'autre par un mulâtre, et l'accord qui avait eu lieu entre noirs et mulâtres pour chasser le corps expéditionnaire, il est mis en brèche. Et là, il y a un élément très important, je pense, parce qu'on parlait de l'obération des finances d'Haïti par la défense. Mais ce qui a été évoqué, c'est qu'il y a les problèmes de défense interne. C'est-à-dire que le Nord s'arme contre le Sud et le Sud s'arme contre le Nord. Et les dépenses militaires, on sait ce que ça peut coûter au fonctionnement d'un État. On est bien placé pour le savoir en ce moment. Oui. Oui. Alors je vais aller très rapidement. Alors après 1804, l'indépendance d'Haïti, je dirais que le parti colonial n'est pas forcément la chose la plus importante à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que déjà il y a Trafalgar, peu de temps après, et en fait, je pense que l'Empire britannique à ce moment-là considère que la France n'est pas en mesure de mener des opérations d'envergure dans les Caraïbes. Donc cette tension baisse par rapport à la reconnaissance d'Haïti. Et il y a également le fait, alors il y a une chercheuse, Julia Gayfield aux États-Unis, qui a beaucoup parlé de ça, le fait que Dessalines, dès la déclaration d'indépendance, et ses successeurs disent très clairement on ne va pas attaquer la Jamaïque, nous n'avons pas d'intérêt, nous ne mènerons pas de révolte, on ne fera pas ce qu'ont fait les Français en fait, en 1794. Ça aussi, ça fait que on rentre dans un cadre de cette période de non-reconnaissance en fait, des Britanniques, où ils vont commercer, effectivement, il y a des liens un peu avec la Jamaïque, mais la question d'indépendance est mise de côté parce que la France n'est plus là, en fait, à ce moment-là. Voilà. Après, par rapport au Nord, Christophe et Pétion, je vais dire très rapidement qu'en fait, je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à la question. Voilà. Pas assez de recherche, et Stephen n'en parle pas directement dans ses écrits. Alors oui, un certain nombre d'éléments, parce qu'il y a quand même des personnages qui sont très connus. Hercule de Mingue. Hercule de Mingue, juste une remarque, il est envoyé en tant que chef d'escadron, Légion d'honneur, Croix de Saint-Louis, et il conduit ses propres négociations. Il y a comme ça dans un rapport, je cite, j'ai resté au Port-au-Prince à terre, avec une... et parce qu'il les connaît, il y a un certain nombre d'officiers avec lesquels il est asservi dans l'état-major de Leclerc. Donc il y a un certain nombre de relations personnelles. Relations tellement personnelles d'ailleurs qu'il va être consigné à bord parce que manifestement, en vrai officier de l'Empire, il se bat en duel. Vous avez aussi un autre chef d'escadron de l'or. Vous avez aussi, plus intéressant, Fournier, qui est le secrétaire particulier de Fontanges. Qui fait plutôt toute la correspondance, et Fournier d'ailleurs on lui propose de rester sur place après, et non, il continue à être le secrétaire et à rentrer ensuite en France. Les deux autres sont des domestiques qui accompagnent, parce que c'est tout un aéropage. Vous avez un certain nombre finalement de personnages qui sont importants. Il y a toute une hiérarchie, mais ils voyagent aussi avec leurs domestiques, et les uns et les autres sont aussi dans la ville, dans ce que je n'ai pas eu le moment de traiter, des négociations complètement occultes, où ils se rencontrent, on va dans des dîners, on est dans la rue, il y a des choses qui se passent, on parle. Voilà. Et dans les notes diplomatiques, on dit, écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Là, justement, il y a un point d'ombre autour des négociations entre Pétion et entre la France et Haïti avec la partie de l'Ouest. Mais il y a une précision à faire. Malheureusement, on n'a pas trop creusé sur la question. C'est l'attitude de Christophe face à la France. Et aussi les dignitaires du Nord. Par exemple, il y a le baron de Limonade qu'on n'a jamais cité, mais le baron de Limonade pense que dans l'état actuel de la situation d'Haïti, il fallait quand même offrir de l'argent aux Français, sinon on risque de subir ici une politique de reconquête. Ça, c'était le point de vue des barons de Limonade qu'on n'a jamais cité. On a préféré citer baron Dévasté. Lui, il est contre toute forme d'indemnité, toute forme de dédommagement des anciens colons.
Également, il y a le point de vue de Christophe, parce que la diplomatie dans l'Ouest est marquée par la confiance mutuelle, alors que la diplomatie dans le Nord est marquée par la méfiance. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes, des perceptions différenciées de la politique internationale de Christophe et de Pétion. La politique de Christophe est marquée par la méfiance envers les Français, alors que Pétion a développé dans sa diplomatie la confiance mutuelle, alors que Medina est mort au Cap, Docson Lava s'est invité à descendre et négocier avec l'Ouest. Maintenant, pour la question de la République de Rigaud dans le Sud, alors là, il fallait cerner un peu la perception géopolitique de Pétion. Comment Pétion comprend la question géopolitique, la question du territoire. Pour Pétion, il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait aussi la République dans la Grande Danse avec Goman. Goman s'était érigé un pouvoir indépendant là-bas, mais on n'a pas trop insisté là-dessus. Mais pour Rigaud, Pétion et Rigaud développent des rapports très anciens, puisque Pétion était en fait officier de Rigaud dans la guerre du Sud, donc on a développé de très bons rapports. Et après, en 1810, quand Rigaud est revenu au pays, Pétion a quand même continué à négocier avec Rigaud. Et comme le pouvoir était trop éphémère, après Rigaud, on a passé le pouvoir à Borgela. Borgela a rapidement fait alliance avec la République, donc il n'y a pas, c'est-à-dire la République de Rigaud n'a pas fait long feu. Et ensuite, il y a la question de la Grande Danse aussi. Il y a Goman dans la Grande Danse. Pétion, son intention, ce n'est pas d'attaquer Rigaud, ce n'était pas d'attaquer Goman, mais c'était plutôt d'affaiblir les mouvements, pensant que la division territoriale fait l'affaire de sa République. Puisque plus la République est petite, et plus les gens sont surveillés, encadrés, et plus il est possible de contrôler, de gouverner en fait. Parce que c'est pourquoi Christophe, Pétion n'a jamais déclaré la guerre à Christophe. Jamais. Et Christophe, bon, voilà. Alors, autre chose, c'est... Après la dernière question. Je vais essayer de la formuler très rapidement. J'ai une question pour Boris Le Sueur. Vous dites que du coup, les négociateurs étaient prêts à accepter les évolutions et notamment l'égalité entre blancs et libres de couleur, et notamment parce que, en raison de ce qu'ils ont dit en décorant Hercule Domingue, qu'on récompense les services sans distinction de couleur. Est-ce que c'était pas juste une stratégie pour amadouer les Haïtiens dans les négociations, sachant qu'en France, à la même époque, les mariages mixtes étaient interdits et les personnes de couleur n'avaient pas le droit de circuler librement sur le sol métropolitain? Alors, parler de stratégie, justement, c'est un effet qui est dénoncé par la Gazette royale ou par le pouvoir du Nord, disant qu'on veut en quelque sorte instrumentaliser cette question de la couleur. Bien sûr, c'est une stratégie qui est tout à fait assumée. Je me permets simplement de rappeler que ces différents personnages ont vécu la révolution de Saint-Domingue 1791, voire 1798, et ont été des soutiens de ce qu'on appelle des concordats entre les hommes de couleur, les colons blancs, c'est-à-dire qu'ils ont anticipé, ils ont participé aussi à une évolution. Autre point aussi, c'est les uns et les autres avertissent le roi qu'il faut absolument une évolution pour la Martinique, la Guadeloupe, sinon le brasier, c'est le terme qui est utilisé, qui a été déclenché à Saint-Domingue, va gagner toutes les Antilles. Voilà. Alors, je suis désolée, je sais qu'il y avait beaucoup de mains levées, mais on me fait signe qu'il faut qu'on s'arrête. Je ne vais pas me faire disputer par le maître de cérémonie. Vous pourrez poser vos questions ce midi ou pendant les pauses café. Et maintenant, tout de suite, voilà. Merci. Dans 10 minutes. Merci. Et je pense qu'on peut applaudir une dernière fois nos 3 intervenants.